Vous venez d'expliquer que les Nations Unies fixent de grands objectifs et que l'Union européenne les prend au sérieux. Mais je fais une petite parenthèse, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Les États-Unis, par exemple, eh bien, ils ne suivent pas du tout les orientations de l'ONU. J'entends de plus en plus de voix qui se lèvent contre l'ESG en disant « ça n'a aucun sens ». Il y a même des entreprises ou des États américains qui refusent de travailler avec des banques qui sont alignées à l'accord de Paris. Oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, nous, on se concentre sur le marché européen. En règle générale, d'ailleurs, tout ce qu'on dit concerne les sociétés de gestion, les banques, les investisseurs institutionnels européens. Et de manière analogue, on s'adresse principalement aux institutions financières qui ont des clients européens. Ouais, une société de gestion française qui a 90% d'investisseurs américains ne va pas avoir les mêmes préoccupations au niveau ESG. Elle pourra continuer à lever des fonds article 6 sans problème, donc à fonds article 6 qui ne prennent pas en compte l'ESG dans l'investissement. Pas un problème, oui et non, parce que j'ai entendu que certains dépositaires de grandes banques allaient refuser tous les nouveaux fonds qui ne seraient pas article 8 ou article 9. Oui, tu as tout à fait raison, mais quand même l'étau se resserre. Mais bon, il faudra trouver un dépositaire d'une autre banque, un peu moins engagé, et connaissant le marché, ça se trouvera. Voilà, exactement. Donc si certaines sociétés de gestion ont des investisseurs qui ne s'occupent pas du tout des sujets ESG, il y aura toujours la possibilité de ne pas en faire, évidemment, même si ce sera de plus en plus contraignant de ne pas en faire sur le marché européen. En revanche, pour tous ceux qui ont des investisseurs, des gros institutionnels français, comme par exemple la BPI, le FEI, ou même pour tous ceux qui ont des particuliers ou des banques privées comme clients, là, elles seront vraiment concernées par tout ce qu'on raconte. Très bien, donc l'ONU fixe les grandes orientations. L'Union européenne légifère pour que tous les pays européens les prennent en compte. Nous, notre spécialité, c'est le secteur financier, mais tous les secteurs sont concernés. Le secteur automobile, par exemple, n'aura plus le droit de vendre des voitures à essence. Les transporteurs devront payer le droit d'émettre du CO2, comme dans le secteur énergétique, comme le secteur aérien. Concentrons-nous sur le secteur financier. C'est déjà assez compliqué comme ça. Pourriez-vous expliquer toutes les réglementations finances durables simplement et rapidement, si possible ? Alors, pour vous présenter simplement la réglementation finance durable, je vous propose d'abord de fermer les yeux et d'imaginer un grand puzzle. La réglementation finance durable, il faut bien comprendre qu'elle est composée de plusieurs pièces. Et ces pièces sont dessinées pour s'assembler et à la fin représenter un monde neutre en carbone, qui gère durablement les ressources et qui est respectueux de la biodiversité. Il est très beau ce puzzle. Oui, et il y a deux éléments à garder en tête avec ce puzzle. C'est les différentes réglementations n'ont pas été édictées en même temps. Et c'est donc parfois difficile de comprendre comment tous les éléments s'assemblent, toutes les pièces du puzzle fonctionnent ensemble. Mais sachez que toutes les réglementations ont le même objectif. Une économie neutre en carbone en 2050 grâce à une économie durable et inclusive. Deuxième point. Et comme on vient de le dire, la réglementation n'est pas la même dans les différents pays du monde. Et l'Union européenne, et en particulier la France, sont des pays dans lesquels les réglementations est la plus avancée. Ok, donc si je récapitule, ce qu'il faut retenir, c'est que ces réglementations visent à accroître le financement des flux de capitaux vers des activités considérées comme durables. Oui, et pour cela, la réglementation pousse les institutions financières à 1. Réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, 2. Gérer les risques environnementaux et sociaux, et 3. Promouvoir la transparence et une vision économique de long terme. Alors justement, une fois qu'on a donné ces grands objectifs, quelles sont les principales réglementations quand on parle de finances durables? Allons-y, parce qu'il y en a Allons-y, mais alors accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Pour vous aider, il y a des réglementations qui concernent les investisseurs et d'autres qui concernent les entreprises. Et puis il y a évidemment des réglementations qui concernent à la fois les investisseurs et les entreprises, sinon ce serait trop simple. Bref, commençons par la réglementation qui concerne les investisseurs. Donc premier acronyme et première réglementation, la SFDR. La SFDR, c'est un texte de loi qui a été publié en 2019, qui est entré en vigueur en 2021. Et cette SFDR, elle demande aux institutions financières d'intégrer la durabilité dans les produits financiers et de publier la manière dont elles prennent en compte la durabilité.
Deuxième réglementation, la taxonomie. Donc elle a été publiée en 2021 et elle définit, comme vous savez, une liste d'activités considérées comme durables sur le plan environnemental. On y revient dans une vidéo dédiée dans cette formation. Troisième réglementation, c'est le fameux article 29 de la loi énergie-climat. Une loi française cette fois-ci. Exactement, qui demande aux investisseurs de publier des informations sur leur stratégie ESG, leur stratégie climat, leur stratégie biodiversité, la gouvernance associée, les ressources qui sont utilisées, mais aussi toute la gestion des risques. Quatrième réglementation, mise à jour de MIF 2 et DDA. Le fait, cette réglementation, c'est le fait que les conseillers financiers demandent à leurs clients s'ils veulent prendre en compte la durabilité dans leur investissement. Cinquième réglementation. Cinquième réglementation, c'est donc la mise à jour de la réglementation prudentielle. C'est-à-dire qu'on demande maintenant, la réglementation va prendre en compte les risques climatiques associés aux actifs quand on calcule les fonds propres des banques. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo précédente où on en a parlé. Alors, et en ce qui concerne les entreprises, quelles sont les réglementations finances durables qui s'appliquent à elles? Déjà, évidemment, il y a la taxonomie. Les entreprises doivent publier la part de leurs activités alignées à la taxonomie. Ensuite, il y a une autre réglementation très importante, c'est la directive CSRD. Elle harmonise le reporting extra-financier des entreprises et elle l'étend à approximativement des dizaines de milliers d'entreprises en Europe. La CSRD, c'est un petit peu le pendant de la SFDR pour les corporates. Exactement. Donc voilà en synthèse les grandes réglementations relatives à la finance durable. Et c'est justement leur application concrète et ce qui en découle en matière d'investissement, de financement et de produits financiers qu'on appelle la finance durable. Voilà, je vous propose maintenant qu'on se concentre sur une de ces réglementations et c'est la SFDR.